C'est un livre entièrement basé sur cette question de qui doit disparaître en cas de pénurie, de rationnement, en cas de survie difficile où il y a nécessité forcée d'éliminer certains membres d'un groupe. Alors, ce que j'ai trouvé tout à fait, là aussi, c'est troublant et fort, c'est que vous prenez vos exemples, aussi bien dans les récits concentrationnaires, dans toute une série de récits qui sont liés à la Shoah, que ce soit l'histoire des ghettos, l'histoire des camps de concentration, notamment avec les séances d'appel, et puis dans la fiction contemporaine. Parce qu'il me semble qu'il y a un lien précisément entre les deux, un lien au niveau d'un imaginaire partagé. Ces situations où il n'y a pas assez de vie pour tout le monde, où il faut choisir à qui on attribue une ressource rare, quand cette ressource rare, c'est le droit de vivre ou la possibilité de survivre. Il me semble qu'elle traverse aujourd'hui toutes sortes de contextes, que ce soit les situations extrêmes, historiques, les catastrophes historiques que vous avez rappelées, mais également des dilemmes d'éthique médicale qu'on connaît bien. Il n'y a pas assez de greffons, on en a beaucoup parlé ces dernières semaines, il n'y a pas assez d'organes prélevés sur des donneurs cadavériques. À qui est-ce qu'ils vont? Comment on répartit? Il n'y a pas assez de vaccins disponibles en cas de pandémie. Qui passe d'abord? Ça, c'est dans le domaine de l'éthique médicale. Il y a énormément de circonstances dans lesquelles ces questions se posent et elles ne sont pas toujours discutées publiquement. Et puis, il y a toute une autre sorte de contextes qui sont aussi mon objet. C'est ces contextes fictionnels qu'on trouve dans la littérature jeunesse, dans les romans dystopiques, dans les séries, dans le cinéma contemporain, du thriller Saw, par exemple, qui vient d'être introduit au moins de 18 ans, où c'est l'histoire d'un tueur pervers, particulièrement sadique et inventif. S.A.W. Qui joue à proposer des cas de conscience extrêmes à ses victimes, à ses cibles, qui aura une possibilité de survivre quand il n'y en a pas assez pour tout le monde. Et ce qui m'intéresse, c'est le lien, c'est la manière dont cet imaginaire de la rareté vitale circule d'un contexte à l'autre. Est-ce qu'on prend nos décisions de la même manière en éthique médicale, dans les fictions qui nous sont données en exemple, dans les allocations de ressources, je ne sais pas, en santé publique, en action sociale, il n'y a pas assez de logements sociaux pour tous ceux qui les demandent, quels sont les critères, comment on réfléchit à ces sujets-là. C'est la circulation de ce questionnement qui m'intéresse. Dans le dernier film Spider-Man de Sam Raimi, celui d'il y a quelques années, il y a cette scène où on voit le bouffon vert. Vous voyez où je prends mes exemples, ça peut aller très loin. Et puis, je peux aussi vous parler du camp de Buchenwald, mais on garde ça pour tout à l'heure. Les super-héros ont été créés en réaction contre le surhomme nazi, donc il y a une logique. On voit le bouffon vert qui tient dans une main un téléphérique rempli d'enfants effrayés. Il a coupé le câble et il le tient comme ça au bout de la main. Et dans l'autre main, il tient Marie-Jeanne, l'amoureuse de Spider-Man. Et notre super vilain dit à Spider-Man, maintenant, choisis. Et tu vas voir comment les héros sont récompensés. Et il lui dit cette phrase qui me semble être évidemment un clin d'œil à tout cet imaginaire partagé et en même temps un clin d'œil terrible. Il lui dit, il n'y a que des idiots pour vouloir jouer les héros aujourd'hui. Parce que tu sais jamais quand un sadique va te proposer un choix entre laisser mourir les petits-enfants ou la femme que tu aimes. Comment est-ce qu'on peut utiliser la référence au tragique pour des situations où on pourrait sortir de ce dilemme, on pourrait en échapper, on pourrait redonner de l'air, on n'est pas obligé de céder au tragique. Et inversement, comment est-ce qu'on a besoin, dans certaines circonstances, de passer par le tragique, de montrer qu'on a, in fine, affaire à des choix de vie ou de mort pour prendre toute la mesure de ces décisions. Je le dis autrement, en éthique médicale, par exemple, on peut tout convertir en sacrifice humain et dire rembourser tel ou tel médicament, à la fin c'est des vies ou des morts qu'on peut trouver. On peut tout convertir en sacrifice humain, on peut dire augmenter ou diminuer le budget des secours en mer Méditerranée, c'est tant de vies de migrants qui seront sauvés ou au contraire qui seront sacrifiés. Et inversement, on peut tout convertir en coût économique et dire finalement ce traitement médical innovant et très coûteux pour un cancer stade 4, est-ce que ça vaut le coup? Combien d'années qualitatives de vie sauvée il permet de gagner? Est-ce que
ça vaut le coup. On peut convertir en sacrifice humain, on peut convertir en coût économique, et il me semble que la fiction contemporaine, dans sa manière de rejouer systématiquement ces scénarios aujourd'hui, et d'en faire une matière à fascination, d'en faire un instrument pour nous retenir, pour nous capter, cultive quelque chose qui est dangereux et qu'on doit arriver à maîtriser. À l'heure actuelle, il n'y a pas un roman jeunesse à succès qui met pas en scène des scènes de sélection. Alors de sélection, et j'emploie ce terme à dessein, sélection, ça peut connoter camp de la mort, camp nazi, sélection au sens nazi du terme, le choix de Sophie, mais sélection, c'est aussi la sélection scolaire, c'est aussi la sélection sociale, c'est aussi la pénurie environnementale, il n'y a pas assez d'eau, il n'y a pas assez d'air, il n'y a pas assez de nourriture pour nourrir la planète. On est dans cette terreur aujourd'hui. On mange les morts comme dans Soleil Vert, c'est l'autre solution. Oui, si vous voulez. Mais on n'est pas obligé de présenter les choses comme ça. Voilà. Et sur un même thème, on peut présenter les choses de toutes sortes de manières. Steinbeck, quand il écrit Les raisins de la colère, par exemple, il a affaire à ce genre de situation, à ces paysans qui sont jetés sur les routes et à qui on explique que le gars qui est en train de raser leur maison et leur champ, en réalité, il n'a pas le choix parce que lui aussi doit nourrir ses gosses. Eh bien, l'écrivain peut choisir de nous, comme dans 2 jours, 1 nuit, de nous faire partager le dilemme et de nous faire choisir, de nous faire partager la honte des personnages, ou au contraire, de nous montrer le monde et les ressources comme perpétuellement extensibles. Cela dit, On peut travailler à trouver des issues, c'est-à-dire à éviter le plus possible d'avoir à répondre à qui vivra, qui mourra, et travailler à construire un monde dans lequel ce genre de situation ne se pose pas. Pourquoi est-ce qu'il y a aujourd'hui une telle fascination, un tel enfermement dans ces situations sans issue? Est-ce qu'on a vraiment besoin de ce tragique? Ou est-ce qu'au contraire, notre effort doit porter sur la nécessité d'y échapper et de se poser la question des répartitions de ressources rares en dehors de ce cadre tragique, précisément?